Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Écoutez, aujourd'hui je vous viens avec la vidéo gagnée par l'une des abonnées lors du jeu concours sur Instagram il y a, je crois, 1 mois et demi, 2 mois, à savoir Maya. Donc voilà, Maya, chose promise, chose due, j'espère que la vidéo te plaira. Petite parenthèse, j'avais commandé sur internet un rond lumineux pour la vidéo, parce que j'avais lu que ça améliorait la qualité de la vidéo. Enfin bref, moi j'étais là, en fait, on me vendait du rêve et je me suis dit, bon bah vas-y, je vais tester. Et le souci, c'est que je ne l'ai pas reçu, je pensais le recevoir aujourd'hui et je voulais trop le recevoir aujourd'hui et filmer avec aujourd'hui. Mais vu que j'ai la chance d'un rat crevé, je pense que je le recevrai d'ici une semaine ou deux. Je suis vraiment dégoûtée, parce que je voulais trop la filmer avec le rond lumineux, cette vidéo. Mais voilà, c'est comme ça, ainsi va la vie, comme on dit. Du reste, la vidéo d'aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît l'affaire Madeleine McCann. Pour ma part, je connaissais les grandes lignes, mais je la connaissais pas totalement parce que à l'époque en fait du fait divers, je vivais pas en France de mémoire. Je crois que je vivais pas en France et là où je vivais, j'avais pas non plus de télé. Donc ouais, enfin bref, je vais arrêter de vous raconter ma vie, mais en gros, l'affaire, je la connaissais dans les grandes lignes. Et comme j'ai pas de télé aujourd'hui non plus, je connaissais pas les derniers rebondissements, enfin les dernières news, les updates qui avaient eu lieu par rapport à cette affaire. Et je m'y suis replongée. Et il y a quand même, il y a des choses à en dire. Je pense que tout a été dit pour l'essentiel. Il y a eu même un reportage Netflix sur l'affaire. Il y a eu tout un tas de documentaires, tout ça. Mais bon, vu que c'est la vidéo gagnée, faut le faire. Mais en soi, non, c'est une affaire en fait que j'ai trouvée intéressante par rapport à un point, c'est qu'elle fait le parallèle avec le monde de la pédocriminalité que je vais pas trop évoquer dans la vidéo parce que sinon ça va être trop long. Et la pédocriminalité, c'est un sujet qui est important. Mais comment dire ? En fait, il faut que j'essaie de mettre des mots sur ce que je ressens quand il est question de pédocriminalité. En fait, c'est quelque chose qui m'effraie. Pas parce que j'ai peur, genre on va me faire du mal, mais en fait, ça me fait peur parce que je sais que d'un point de vue psychologique, l'être humain, il a... comment dire ? En fait, il a ses limites dans le sens où à partir du moment où il approche de trop près des sujets qui lui mettent la rage à un stade où limite ça le met hors de lui, mais au sens propre, quoi, il est hors de lui, c'est là où il peut flirter avec la folie. Et je sais que moi je suis pas suffisamment mature émotionnellement pour aborder le sujet de la pédocriminalité, parce que en vous en parlant, je vais bégayer, je vais être pas bien, je vais être en colère, j'aurai des idées noires en fait, et ça va très vite devenir anxiogène. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Du coup, d'ailleurs, pour rien vous cacher, je vais être totalement transparente. Il y a quelques mois, j'avais commencé à préparer une vidéo sur l'affaire Zandvoort et je l'ai arrêtée en plein milieu parce que ça me mettait dans un tel état qu'à certains moments, j'avais l'impression d'avoir je dirais pas des absences, mais j'étais tétanisée. J'étais tétanisée quand je voyais ces choses-là, quand je lisais, quand je regardais les documentaires, quand je me renseignais, j'étais bloquée et tétanisée tellement mon esprit, en fait, il avait du mal à comprendre et à entendre ce genre de choses. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais attendre peut-être de mûrir psychologiquement ou sur le plan émotionnel. Et puis là, très certainement, je vous ferai une vidéo parce que c'est un sujet qui est très important, dont on ne parle pas suffisamment. Donc j'espère pouvoir le faire à l'avenir en grandissant davantage sur le plan émotionnel. Mais pour le moment, je ne vais pas trop rentrer dans les détails des réseaux. Voilà. Du reste, je pense que je vais arrêter là pour l'introduction parce qu'à mon avis, elle doit être très longue. Donc je vais cesser les digressions ici et maintenant. Je vais vous laisser vous poser tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. We would like to thank everyone here in Portugal, the UK and elsewhere for all your support during this extremely difficult time for our family. We are pleased that the family liaison officers from Leicestershire are now working closely with the Portuguese police and in keeping us informed. We have no further information regarding the investigation, but appreciate the significant efforts everyone is making on our behalf. We would again like to appeal for any information, however small, that may lead to the safe return of Madeleine.
On est le 28 avril 2007 au Portugal à Praia da Luz, un petit village de 1000 habitants, très fréquenté par les vacanciers britanniques. La famille McCain, leurs 3 enfants ainsi que des amis viennent d'arriver d'Angleterre pour des vacances en famille. Et c'est la première fois qu'ils se rendent au Portugal, donc leurs 7 amis ont également pris leurs enfants avec eux et ils ont loué dans un grand complexe hôtelier qui se trouve sur la côte et qui est très populaire également auprès des vacanciers britanniques. Il y a des aires de jeux pour enfants, une garderie, des restaurants, des terrains de tennis. Enfin, c'est vraiment un très bel endroit pour y passer des vacances en famille. Kate et Gerald McCain sont 2 médecins britanniques de 39 ans qui ont ensemble 3 enfants. Sean et Amélie, des jumeaux de 2 ans, et Madeleine, âgée de 4 ans. Ils se sont rencontrés en 1993, tandis que tous les deux effectuaient des études de médecine. Kate est ensuite devenue médecin généraliste. Quant à Gerald, il s'est spécialisé en cardiologie. Et ils vivent dans le centre de l'Angleterre, à Rossley, dans un coin plutôt calme, plutôt charmant. Donc c'est une famille, on va dire, de la classe moyenne haute. Les jours qui suivent leur arrivée, tout se passe relativement bien pour les McCain et leurs amis. Leurs enfants sont inscrits dans des clubs d'activité pour faire du volley, pour faire du tennis. Les adultes, quant à eux, ont la possibilité de visiter le village de Praia da Luz qui est magnifique, les environs, il y a la mer. Enfin, vraiment, tout se passe bien. Et ils ont pris l'habitude le soir de coucher leurs enfants aux alentours de 20h30, de les laisser seuls dans leur appartement de location et de se rendre dans l'un des restaurants du complexe hôtelier qui se situe à une centaine de mètres de leur logement afin de pouvoir y manger entre eux, de passer une soirée entre adultes. Ce qu'ils faisaient en fait, c'est que toutes les 20 minutes, l'un des adultes se relayait pour aller voir que tout allait bien dans la chambre des enfants. Et ensuite, il retournait à la table du restaurant. Donc, l'appartement de location des McCain était situé en rez-de-chaussée. Mais dans la mesure où il y avait un patio en fait avec un mur qui les protégeait de l'extérieur et une porte qui se verrouillait, eux ne pensaient pas que ça pouvait être dangereux ou qu'il pouvait y avoir un problème. Donc toutes les vacances, ils les ont passées comme ça, jusqu'au 3 mai. Le soir du 3 mai à 20h30, donc, les McCain couchent leurs enfants. Ils se rendent au restaurant à tapas. Mais ce soir-là, contrairement aux autres soirs, ils ne verrouillent pas la porte du patio puisqu'ils se disent de toute façon, on va devoir y retourner toutes les 20 minutes. Donc autant laisser la porte du patio déverrouillée, histoire de ne pas avoir à chaque fois, avec le jeu de clés, ça pourrait réveiller les enfants. Donc ils se rendent au restaurant, tout se passe relativement bien, ils ont fait comme ça toutes les vacances, donc ils ne se posent pas plus de questions. À 21h05, Gérald quitte la table du restaurant et va vérifier que ses enfants vont bien dans l'appartement, donc il rentre à l'intérieur. Rien à signaler, pas de pleurs, rien. Il rentre dans la chambre de ses 3 enfants qui dorment ensemble dans la même chambre. Et là, il voit donc Madeleine allongée dans son petit lit. Il se tourne, il voit Sean et Amélie endormis également dans leur petit lit. Et il retourne au restaurant. À 21h25, Matt, l'un des amis des McCain, se rend à son tour pour aller voir si ses enfants vont bien. Il en profite pour passer dans l'appartement des McCain. Là, il rentre à l'intérieur et rien à signaler. Il s'approche de la chambre des enfants. Il ne rentre pas à l'intérieur, mais il écoute simplement à travers la porte si tout va bien. Et il entend un petit bruit. Mais il ne se pose pas la question, en fait. Il se dit « Ah, ça doit être un des enfants qui se retourne dans son lit », donc ça ne l'a pas plus perturbé que ça. Et il retourne à la table du restaurant. Peu avant 22h, c'est Kate qui se lève et qui part vérifier que ses enfants vont bien. Donc elle rentre à l'intérieur de l'appartement, elle s'approche de la chambre où dorment ses enfants. Et là, elle sent une espèce de courant d'air, alors qu'elle n'a pas le souvenir que la fenêtre de la chambre était ouverte quand ils sont partis. Elle ouvre la porte, elle constate que Sean et Amélie sont profondément endormis dans leur lit. Et en regardant le lit de Madeleine, elle se rend compte qu'il est vide. Madeleine a disparu. Complètement paniquée, elle court à la table du restaurant et elle leur explique en larmes, en hurlant que sa fille a été enlevée. Les adultes se précipitent dans l'appartement de location. Chaque pièce est fouillée. Ils fouillent toutes les pièces, tous les placards en pensant que peut-être que la petite s'est réveillée, qu'elle s'est cachée dans un placard ou qu'elle aurait atterri dans une autre pièce. Aucune trace de Madeleine. Il va y avoir du remue-ménage entre les cris de Kate, les pleurs, entre les cris de Gérald
pour retrouver sa fille, ce qui va en fait attirer les vacanciers du même hôtelier qui vont venir par curiosité pour voir ce qui se passe. Et là, quand ils vont apprendre qu'une petite fille a été enlevée, ils vont commencer à se lancer dans des recherches autour du complexe hôtelier ainsi que dans le village de Praia da Luz. Une dizaine de minutes plus tard, les autorités locales sont prévenues et à 22h40, les gendarmes se rendent sur place et commencent eux aussi des recherches autour du complexe hôtelier. À minuit, l'unité d'enquête criminelle de la police judiciaire est prévenue avec à sa tête Gonçalo Amaral. Ce type d'affaires, disparition d'enfants, relève plutôt des compétences de l'unité d'enquête. Donc là, ils arrivent sur place. Amaral va envoyer 2 agents inspecter l'appartement afin de voir s'ils ne peuvent pas y trouver des indices. Mais là, très vite, on se rend compte que la scène, elle est inexploitable puisqu'il y a eu beaucoup trop d'allées et venues quand les adultes se sont précipités afin de rechercher Madeleine. Les recherches vont continuer autour du complexe hôtelier jusqu'à 4h du matin par les gendarmes qui sont à ce moment-là une centaine. Et à 4h du matin, les recherches cessent et chacun rentre chez soi. Mais les McCain, en fait... ils n'arrivent pas à dormir, ce qui est normal, leur enfant a disparu. Du coup, dès 6h du matin, ils reprennent les recherches autour du complexe hôtelier, dans les boisés, dans les forêts environnantes. Aucune trace de la petite Madeleine. Le même jour, soit le 4 mai, les McCain se rendent au commissariat de Portimao afin de signaler officiellement la disparition de leur fille et de reporter le témoignage de l'une de leurs amies, Jane Tanner, qui affirme que la veille, aux alentours de 21h15, elle a aperçu près de l'appartement des McCain un homme traverser la rue avec un enfant dans ses bras. Elle a expliqué que l'homme, elle ne peut pas vraiment l'identifier puisqu'elle l'a aperçu de dos, mais qu'elle est certaine qu'il portait une enfant dans ses bras et elle a l'intime conviction qu'il s'agissait de la petite Madeleine. Et il y a même un touriste irlandais, un vacancier irlandais qui confirme que lui-même a aperçu, dans les mêmes horaires, un homme traverser une rue avec un enfant dans les bras. Kate et Gérald sont interrogés séparément tandis qu'ils sont au commissariat. Et ce qui va se passer, c'est que dès le départ, il va y avoir des tensions qui vont s'installer. D'un côté, on a les policiers portugais qui n'arrivent pas à comprendre comment des parents ont pu laisser leurs enfants seuls dans une chambre d'hôtel, tandis qu'ils allaient manger au restaurant avec des amis. Ils leur reprochent en fait d'avoir été complètement inconséquents, d'avoir mis la vie de leurs enfants en danger. De leur côté, les McCain sont très en colère contre la police puisque les recherches ont cessé, les frontières n'ont pas été fermées, ne comprennent pas en fait que la disparition de leur fille ne soit pas prise autant au sérieux que ça. D'autant plus que le témoignage de Jane et du touriste irlandais confirme qu'il s'agit d'un enlèvement. Donc eux en fait ne comprennent pas ça. Ce qui fait que dès le départ, entre la police portugaise, Amaral entre autres, et les parents McCain, il y a des tensions, il y a une grosse incompréhension et on sent en fait que la collaboration va être très compliquée. Très rapidement, des journalistes des 4 coins du pays vont se rendre sur place afin de couvrir l'affaire. C'est une disparition qui va beaucoup intéresser les gens pour 2 raisons. Déjà, il s'agit d'une petite fille de touriste britannique, milieu assez aisé, donc ça intéresse davantage les gens. Et le second point, c'est que la petite Madeleine, elle est très mignonne. C'est une petite blonde avec de très beaux yeux, dont un œil avec une tache à l'intérieur. C'est une petite poupée. Ce qui fait que très vite, les journalistes sentent que cette affaire peut faire les gros titres, qu'elle peut attirer l'intérêt du public. Le 9 mai, Interpol lance un avis de recherche mondial. La disparition de la petite Madeleine va très rapidement susciter l'engouement de la population locale, mais plus globalement des Portugais. Beaucoup de monde va se joindre aux recherches, ils vont distribuer des tracts, ils vont de nouveau chercher au niveau de la côte, dans les forêts, autour du complexe hôtelier. Vraiment, c'est une affaire qui va mobiliser en fait la sensibilité des gens. Et parmi toutes ces personnes, l'un d'entre eux va très gentiment proposer ses services de traducteur. Il s'agit de Robert Murat, un Anglais de 33 ans vivant à Praia da Luz avec sa mère. Il a quitté l'Angleterre, sa femme et sa fille quelques années auparavant afin de s'installer définitivement en Algarve afin d'y ouvrir une agence immobilière. Et Robert Murat va être très présent lors des interviews des McCain. Il va se proposer d'être un peu leur porte-parole, de leur faire la traduction, parce que les McCain ne maîtrisent pas le portugais.
Et Robert sent en fait qu'il y a comme un sentiment d'incompréhension entre les autorités locales et Kate et Gérald. Et très rapidement, les journalistes vont nourrir un sentiment de méfiance vis-à-vis de Robert Murat. Il y en a même une qui va appeler les autorités locales, donc le commissariat de Portimao, pour leur dire qu'elle a des doutes sur la sincérité de Robert, qu'elle pense qu'il a quelque chose à voir dans cette affaire, qu'elle le trouve beaucoup trop présent, que c'est comme s'il cherchait à brouiller les pistes en étant beaucoup trop présent en fait auprès de Kate et Gérald. Le 15 mai, il est convoqué au commissariat et interrogé, et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il est suspecté dans la disparition de la petite Madeleine. Dans la foulée, son domicile est perquisitionné, sa mère va être interrogée afin de confirmer l'alibi que Robert Murat a fourni, à savoir qu'il a passé la soirée du 3 mai avec elle. Elle le confirme à l'alibi, elle dit « Ah oui, mon fils, on était ensemble, on a mangé ensemble et à aucun moment il s'est absenté de notre domicile ». Pourtant, Robert Murat devient le suspect numéro 1 sans pour autant être arrêté faute de preuves. Il acquiert le statut d'arguido. Donc j'ai regardé à peu près à quoi ça correspondait, mais en gros ça veut dire il est mis en examen, mais il reste libre. Du coup, les enquêteurs fouillent dans l'entourage de Robert afin de voir s'il aurait pu être aidé le soir du 3 mai. Et là, ils vont s'intéresser à Sergueï Malinka, un informaticien de 22 ans qui travaille occasionnellement pour Robert et qui a reçu un coup de téléphone de sa part le soir du 3 mai sans pour autant qu'il décroche. Donc il a reçu ce coup de fil, mais ils n'ont pas de trace en fait qu'il y ait eu une conversation puisque Sergueï n'a pas décroché son téléphone. Il est interpellé par la police et il est conduit au commissariat afin d'y être interrogé, puisqu'on trouve que c'est quand même assez bizarre que le soir du 3 mai, il ait reçu un coup de téléphone de Robert peu de temps après que Madeleine a été enlevée. En parallèle, son appartement est fouillé. Là, on va y découvrir tout un tas d'ordinateurs portables ainsi que des disques durs. Et d'après les enquêteurs, des fichiers de pédopornographie auraient été trouvés sur certains des disques durs. Le jeune homme va être auditionné plusieurs heures afin de comprendre la raison pour laquelle Robert l'a appelé vers 23h30 le soir du 3 mai. Sergueï leur explique qu'il ne s'en souvient pas, qu'il n'a pas le souvenir d'avoir reçu un appel de Robert Murat, que de toute façon, vu qu'il n'a pas décroché, ça pouvait être qu'une erreur de la part de Robert Murat. Mais les enquêteurs, en fait, ils le trouvent bizarre. Ils ont l'impression qu'il leur cache quelque chose. Et puis voilà, Sergueï, c'est un Russe qui a émigré au Portugal quelques années auparavant avec ses parents, donc on le trouve un peu louche, on le trouve un peu suspect, on se dit qu'il pourrait être lié à un trafic russe, à un trafic d'êtres humains russe, mais on n'a pas de preuves contre lui, on n'a aucune preuve, et les fichiers de pédopornographie ne semblent pas être suffisamment à charge, puisque lui aussi est relâché. L'Angleterre envoie une équipe d'enquêteurs à Praia da Luz afin d'apporter main forte aux enquêteurs portugais, mais très rapidement des tensions naissent entre eux. Du coup, l'enquête n'avance pas d'un poil, on n'a aucun témoignage probant, on n'a aucune piste probante. Ils n'arrivent pas en fait à travailler ensemble, à se mettre d'accord et peut-être même à se comprendre finalement. En amont, des personnalités britanniques se mobilisent, puisque touchées par le drame des McCain, afin de récolter de l'argent pour les aider dans leur recherche, et ils parviennent à récolter plus de 2 millions d'euros afin de continuer les investigations. Et à partir de ce moment-là, les journalistes portugais vont progressivement retourner leur veste en quelque sorte, à savoir qu'ils vont commencer à pointer du doigt les McCain en les critiquant, en expliquant que leur position, leur statut social leur donnait des privilèges que les Portugais n'avaient pas eu dans leur propre pays quand il s'était s'agit de disparition d'enfants. Et ils vont en fait expliquer que c'est pas juste, que certes, ok, un enfant a disparu, mais que les enfants portugais disparus des années auparavant n'ont pas pu bénéficier d'une telle visibilité et que pour eux, c'est pas normal. Certains vont même écrire des articles dans lesquels ils accusent les McCain du meurtre de leur fille. Des journalistes vont dire par exemple que les déclarations de Kate ne sont pas du tout en accord avec les découvertes faites par les policiers le soir du 3 mai. D'autres vont dire qu'elle est beaucoup trop froide, beaucoup trop distante pour être sincère quant au drame qui se joue. Du coup, petit à petit, il y a une espèce de suspicion qui va naître autour d'eux. Et effectivement, les enquêteurs vont découvrir certains points qui vont un peu les troubler. Par exemple, les volets. Kate explique que le 3 mai, quand elle s'est rendue dans la chambre, le volet de la chambre était ouvert.
ce qui signifierait que le ravisseur a ouvert le volet depuis l'extérieur, qu'il l'aurait donc soulevé avec ses mains. Mais les enquêteurs disent que quand eux sont arrivés sur place, le volet était fermé et qu'il n'y avait aucune empreinte sur les volets, si ce n'est celle de Kate McCain. Du coup, certains journalistes commencent à émettre l'hypothèse qu'en fait l'enlèvement ce serait du chiquet, du bidon, et que les McCain seraient en train de se jouer d'eux, de se moquer d'eux, et que leur fille n'aurait pas du tout été enlevée, mais qu'il y aurait une vérité un peu plus dramatique derrière toute cette affaire. Le 13 juin, Marie Olim, une touriste norvégienne de 45 ans, contacte les autorités espagnoles et portugaises afin de leur reporter qu'elle a vu la petite Madeleine dans une station-service de Marrakech le 9 mai, puisqu'elle était en vacances au Maroc à ce moment-là. Et en fait, elle explique aux autorités espagnoles et portugaises par téléphone qu'elle a aperçu cette petite fille avec un homme et que la petite fille aurait dit à l'homme « Est-ce que je peux voir ma maman maintenant ?» et que l'homme ne lui aurait pas répondu. Et elle est formelle. Elle dit « Si, c'était bien Madeleine, je l'ai reconnue, j'ai reconnu son visage, ses yeux. Simplement, le 9 mai, elle n'était pas au courant encore de la disparition de la petite fille. Elle l'a su en rentrant en Espagne chez elle. C'est là où elle a vu les photos de la petite Madeleine. Et là, ça lui a fait tilt tout de suite. Et quand elle contacte les autorités espagnoles, eux, en fait, semblent pas vraiment intéressés par ce qu'elle leur raconte. Les autorités portugaises, quand elles lui demandent de faire une déposition à distance, Marie Olim explique que l'homme en question mesurait environ 1,78 m, qu'il était mince, qu'il était âgé entre 35 et 40 ans, qu'il avait les cheveux châtain clair, le visage allongé et qu'il lui semblait être d'origine allemande ou anglaise. Quelques jours plus tard, après avoir pris connaissance de la déposition de Marie Olim, les McCain se rendent au Maroc afin de solliciter l'aide des autorités locales tandis que l'enquête piétine au Portugal. Le 31 juillet, la police de Portimao fait appel à des chiens renifleurs de sang et de cadavres afin d'inspecter l'appartement de location des McCain ainsi que la voiture de location qu'ils ont louée entre-temps. Et là, il va se passer quelque chose d'assez troublant, à savoir que le chien renifleur de sang marque derrière le canapé du salon de l'appartement de location ainsi que dans le coffre de la voiture de location des McCain. Le chien renifleur de cadavres, quant à lui, marque le placard mural de la chambre des McCain, derrière le canapé du salon, donc au même endroit que le chien renifleur de sang, la porte avant gauche de la voiture de location des McCain, ainsi que des vêtements de Kate. Des prélèvements sont aussitôt faits dans l'appartement et envoyés dans un laboratoire au Royaume-Uni. Le 15 août, il se passe quelque chose de relativement étrange, à savoir que Robert Murat est de nouveau auditionné par la police, puisque cette fois-ci, 3 des amis des McCain, donc les adultes qui étaient présents avec eux à la table, affirment que le soir du 3 mai, ils ont aperçu Robert Murat à proximité de l'appartement de location des McCain, ce qui contredit totalement ce qu'ils ont déclaré la première fois aux enquêteurs. Ce qui va se passer, c'est qu'à partir de ce moment-là, les enquêteurs vont reporter leurs soupçons non plus sur Robert Murat, mais sur les amis des McCain. Et les médias qui reçoivent des informations de la part des enquêteurs vont à leur tour relayer tout un tas de rumeurs par le biais d'articles de presse. Ils vont par exemple émettre l'hypothèse que le soir du 3 mai, Madeleine est en fait morte après avoir ingéré un sédatif ou du sirop du type Toplexil. Le Toplexil, c'est un sirop pour la toux qui peut servir à endormir des enfants. Enfin bon, je pense que certains doivent connaître. Après, je ne sais pas les équivalences en fonction des pays, mais en tout cas en France, le Toplexil, c'est le sirop genre le plus connu contre la toux, mais qui a également des effets type somnifère, quoi. À la suite de quoi, ses parents, ayant découvert sa mort, auraient décidé de maquiller l'accident en enlèvement, et leurs amis seraient probablement dans le secret. Le 4 septembre, la police de Portimao reçoit les rapports d'analyse du laboratoire en Angleterre sur les prélèvements faits dans l'appartement des McCain. Et le rapport d'analyse va fuiter auprès de journalistes portugais qui vont relayer l'information selon laquelle les échantillons recueillis dans l'appartement ainsi que dans la voiture de location correspondent au sang de Madeleine à 80%. Le problème, c'est que les McCain ont loué leur véhicule de location 25 jours après la disparition de leur fille, ce qui en toute logique ne peut pas coller avec l'information relayée par les médias. Mais à ce stade-là, ça
personne ne se pose vraiment la question. Je pense qu'à ce stade-là, en fait, les journalistes s'étaient déjà fait une idée. Et même si ça paraissait complètement illogique, on ne se posait pas plus la question que ça. Le 7 septembre, Kate est convoquée au commissariat de Portimao afin d'y être interrogée. Et elle va y rester plus de 10 heures. 10 heures pendant lesquelles elle va réaffirmer que sa fille a été enlevée, qu'elle est innocente de ce dont on l'accuse. Et elle ne va à aucun moment craquer. Le lendemain matin, soit le 8 septembre, elle est de nouveau convoquée au commissariat et encore interrogée pendant plusieurs heures. Elle ne craque pas. Dans l'après-midi, c'est Gérald qui est convoqué au commissariat. Donc là aussi, il donne la même version que son épouse et à aucun moment il ne confesse de crime. Il leur dit, écoutez, ma femme est innocente, notre fille a été enlevée, on n'a absolument rien à voir là-dedans. Ce qui semble pas convaincre les enquêteurs puisqu'ils sont le soir même mis en examen sans pour autant être arrêtés. Donc ils restent libres, ils ont le statut d'arguido. Le 9 septembre, les McCain et leurs 2 enfants quittent le Portugal et retournent en Angleterre puisque rien ne les y empêche dans la loi portugaise. Et en arrivant à Rossley, dans leur ville, ils découvrent que les journalistes en font le pied de grue devant leur domicile, mais ils vont également découvrir qu'un homme d'affaires écossais, Brian Kennedy, leur propose son aide. Donc il va leur proposer une enveloppe d'argent afin de les aider à continuer les recherches sur la disparition de leur fille. Le 11 septembre, la police de Portimao déclare officiellement que les analyses faites dans l'appartement et la voiture de location des McCain n'ont pas permis d'isoler de l'ADN, ce qui signifie que l'information véhiculée par les journalistes, selon laquelle l'ADN correspondrait à 80 voire 100% à celui de Madeleine, était une information fausse. Le 25 septembre, on est dans le nord du Maroc. Une touriste espagnole est en train de visiter les alentours quand tout d'un coup elle aperçoit une fillette blonde sur le dos d'une femme. Elle la prend en photographie et en fait la photo va faire le tour du monde puisque la touriste espagnole affirme avoir reconnu la petite Madeleine McCain. Un détective privé des McCain est envoyé au Maroc afin de vérifier l'information et là quand il arrive dans le village, il se rend très rapidement compte que la fillette n'est pas du tout Madeleine. Il s'agit d'une petite Marocaine de 3 ans qui n'a pas du tout les mêmes yeux que Madeleine et qui en soi ne lui ressemble absolument pas. Le 2 octobre, Gonzalo Amaral, qui était jusque-là à la tête de l'enquête sur la disparition de Madeleine, est écarté de l'affaire après avoir publiquement critiqué la police britannique. Le 25 octobre, les autorités britanniques parviennent à dessiner la silhouette, l'homme aperçu par Jane Tanner de dos. Bon, c'est pas très clair parce qu'elle n'a pas aperçu son visage et qu'il n'y a rien de très significatif, de très probant, mais en tout cas, ils arrivent à dessiner sa silhouette en train de porter le corps de l'enfant endormi dans ses bras. Le 20 janvier 2008, les McCain parviennent à présenter le portrait robot de l'homme qui aurait enlevé leur fille. En fait, le soir du 3 mai, quand ils ont recoupé les différents témoignages, ils se sont rendus compte que le soir du 3 mai, un touriste a affirmé avoir aperçu, pas très loin du complexe hôtelier, un homme avec un enfant dans les bras. Et en fait, la description qu'il donne de cet homme correspond à la description de l'homme qu'a vu Jane Tanner. Du coup, il recoupe en fait les 2 portraits robots et le touriste en question a aperçu le visage de l'homme. Donc là, c'est plus probant, c'est plus significatif. Et de là, on pense pouvoir mettre un visage sur le ravisseur de la petite Madeleine. Un mois plus tard, soit le 20 février, une étudiante néerlandaise installée en France contacte les autorités françaises pour leur dire qu'elle a aperçu sur le parking d'un restaurant à Sète Madeleine. Elle est formelle, elle dit « moi j'ai vu son œil, elle a bien la tache dans l'œil comme sur la photo, c'est bien elle ». Le problème c'est que les enquêteurs français ne parviennent pas à remonter cette piste. En fait, il n'y a absolument rien de tangible derrière cette piste. Le 19 mars, plusieurs quotidiens anglais sont condamnés à reverser 500 000 € de dommages et intérêts à Kate et Gérald McCain pour diffamation, puisqu'ils les avaient explicitement accusés d'avoir tué leur fille et d'avoir maquillé ça en enlèvement. Le 7 avril, les enquêteurs portugais de Portimao sont invités en Angleterre afin de participer aux nouvelles auditions faites aux 7 adultes présents à Praia avec les McCain. Et là, on se rend compte en fait que les auditions ne sont pas tout à fait les mêmes entre ce qui avait été dit aux enquêteurs portugais, entre ce qui est dit aux enquêteurs britanniques. Il y a quand même pas mal de choses qui diffèrent, mais il y a rien de probant qui en ressort. Le 15 juillet, Robert Murat obtient 600 000 € de 11 quotidiens britanniques pour diffamation,
puisque ces derniers l'avaient explicitement accusé lui aussi d'avoir enlevé la petite Madeleine. Le 21 avril, le ministère de la Justice portugaise classe l'affaire sans suite après plus d'1 an d'investigation, ce qui lève automatiquement la mise en examen des époux McCain. Toutefois, il fait savoir qu'il se réserve le droit de réouvrir l'enquête si de nouveaux éléments probants sont découverts. 3 jours plus tard, soit le 24 juillet, Gonçalo Amaral publie Maddie, l'enquête interdite. Dès la sortie du livre, ça devient un best-seller dans le monde entier. Il est introuvable à présent, le livre. J'ai essayé de le trouver sur Amazon parce que j'étais curieux, je voulais le lire. Et en fait, je ne l'ai pas trouvé, je l'ai trouvé ni en français ni en italien. J'ai juste trouvé un bouquin en allemand, mais voilà quoi. Et en gros, dans le livre, lui explique que d'après tous les éléments recueillis, d'après son enquête, le scénario le plus probable, selon lui, la seule vérité possible, c'est que le soir du 3 mai, Kate a donné un sédatif à ses 3 enfants et que Madeleine en est morte puisque le dosage était beaucoup trop élevé. Et après avoir découvert la mort, elle et son mari ont décidé en fait de cacher le corps et de faire passer ça pour un enlèvement. Le 15 octobre, les 7 amis des McCain présents avec eux à Praia da Luz obtiennent 400 000 € de dommages et intérêts du journal Express Newspaper pour diffamation. Je pense que l'affaire Madeleine McCain aurait été la plus coûteuse en termes de dommages et intérêts pour les quotidiens britanniques. Début mai 2009, il semble y avoir du nouveau du côté des autorités britanniques puisqu'ils s'intéressent à un pédophile multirécidiviste. Raymond Hewlett, un Anglais de 64 ans qui séjournait justement à Praia en 2007. À l'époque, il avait été interrogé par les enquêteurs portugais, mais il leur avait fourni un alibi. Du coup, il n'avait pas été inquiété. Donc là, les enquêteurs britanniques essaient de creuser de ce côté-là pour voir s'ils n'auraient pas mêlé d'une façon ou d'une autre à la disparition de la petite Madeleine. Le 22 mai, Gonçalo Amaral est condamné à 1 an et demi de prison pour faux témoignage dans une autre affaire d'enfant, à savoir la disparition de la petite Joana Cipriano, survenue en 2004 au Portugal. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, la disparition de la petite Madeleine a été vue différemment par les gens, par les journalistes, puisque on s'est dit que si Gonçalo Amaral avait été condamné à 1 an et demi de prison dans une affaire de disparition d'enfants, c'est que c'était pas forcément un bon enquêteur, c'est que c'était quelqu'un qui pouvait potentiellement cacher des preuves ou mentir, et que du coup, ce qu'il avait dit sur la disparition de la petite Madeleine était faux. Et peut-être qu'à partir de là, il y a eu un revirement et que les sceptiques, ceux qui pensaient les McCain coupables de l'enlèvement de leur fille, se sont peut-être dit finalement, vu Gonçalo Amaral, c'était un enquêteur un peu comme ça, on ne peut pas trop se fier à lui, donc peut-être que ce qu'il a dit sur les McCain, c'était faux finalement. Le 3 novembre, Kate et Gerald McCain lancent un nouvel appel à témoins avec la photo vieillie de Madeleine, et cet appel à témoins va être traduit dans 7 langues, histoire de toucher le plus de gens possible. En mars 2010, Raymond Hewlett, donc le pédophile anglais sur lequel enquêtait la police, meurt à la suite d'un cancer. Et c'est un peu la catastrophe pour eux puisque c'était la seule piste qu'ils avaient. Ce qui va se passer, c'est que le fils de Raymond va se rapprocher des autorités britanniques et leur expliquer qu'avant de mourir, son père lui aurait remis une lettre dans laquelle il se défendait d'avoir enlevé Madeleine McCain. En gros, dedans, il disait mon fils, sache que je n'y suis pour rien, c'est pas moi qui ai enlevé la fille, par contre je sais qui l'a fait. En 2007, j'ai rencontré un gitan dans un bar qui m'a confié qu'il a enlevé Madeleine pour la remettre à un réseau d'adoption illégal, donc non, moi j'ai absolument rien à voir à faire là-dedans. Le souci, c'est que cette information ne peut pas être vérifiée, puisque le fils de Raymond leur explique que quand il a reçu cette lettre, il était tellement en colère contre son père qu'il l'aurait déchirée, qu'il l'aurait ensuite brûlée. Le 9 mai 2011, nouvelle piste pour la police britannique. Ils auditionnent 2 Écossais pédophiles connus des services de police, Charles O'Neill, 48 ans, et William Loughlin, 34 ans. Il s'avère que les 2 hommes étaient de passage à Praia en 2007, mais là, les 2 hommes nient toute implication et on n'a aucune preuve formelle pour les rattacher à l'enlèvement de Madeleine. Le 12 mai, Kate McCain publie un livre intitulé Madeleine,
dans lequel elle parle de l'expérience qu'elle a vécue à la suite de l'enlèvement de sa fille, de la façon dont elle a vécu les événements, les accusations qui étaient dirigées contre elle et l'impact que ça a eu sur sa vie et sur ses relations avec les autres. Bon, j'ai pas lu le livre, hein, mais pour ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à le noter en barre des commentaires, ce que vous en avez pensé, c'est toujours intéressant à savoir. Le 11 mai 2012, Interpol met à jour la vie de recherche de Madeleine McCann en vieillissant de nouveau son portrait. En fait, c'est l'occasion d'interpeller les gens pour leur faire comprendre que dorénavant, on ne recherche plus une fillette de 4 ans, mais une petite fille de 9-10 ans. Le 4 juillet 2013, Scotland Yard annonce officiellement qu'ils reprennent l'enquête à zéro. Des milliers de relevés de téléphone portables ayant borné près du complexe hôtelier le soir du 3 mai sont épluchés et près de 440 personnes sont de nouveau interrogées. Le 12 septembre s'ouvre le procès de Gonçalo Amaral pour diffamation à la suite de la parution de son bouquin dans lequel il implique Kate et Gérald dans la mort accidentelle de leur fille. Début octobre, les autorités portugaises réouvrent également le dossier d'instruction sur la disparition de Madeleine à la suite de nouveaux éléments. On soupçonne un chauffeur de taxi portugais de travailler pour un réseau pédophile de très grande ampleur et d'avoir enlevé la petite Madeleine le soir du 3 mai. Mais en fait, les enquêteurs portugais butent puisqu'ils ne parviennent pas à remonter cette piste. Et le 14 du même mois, les autorités britanniques publient les portraits robots d'un homme âgé entre 20 et 40 ans, probablement d'origine allemande, qui aurait été aperçu près de l'appartement de location des McCann le soir de la disparition de Madeleine. Fin janvier 2014, les enquêteurs britanniques s'envolent pour le Portugal afin de mener de nouvelles auditions, de fouiller de nouveau autour du complexe hôtelier, de procéder à de nouvelles auditions. Ils vont y rester plusieurs mois. Et là, plusieurs témoins leur livrent une série d'événements très troublants survenus entre 2004 et 2007 à Praia et dans 2 villes voisines. Un homme s'était introduit dans une dizaine de domiciles la nuit et il avait abusé sexuellement de petites filles qui se trouvaient dans leur chambre à ce moment-là. Il s'était allongé sur le lit et avait abusé sexuellement d'elles. Les petites filles n'ont jamais pu donner une description précise de l'homme en question, mais elles ont donné quelques détails. Il s'agirait d'un homme bronzé, mal rasé et avec une odeur un peu particulière. Et d'autres témoins disent avoir aperçu devant ces mêmes maisons, les jours précédant les agressions, 2 hommes en train de faire le guet, comme s'ils attendaient et cherchaient quelque chose. Et les témoins les décrivent comme de type caucasien, dont un au visage grêlé. Bon, et là, beaucoup d'entre vous vont très certainement faire le lien avec le tueur pédophile qui a sévi en France entre 86 et 94 et qu'on n'a malheureusement jamais retrouvé. En décembre, les enquêteurs essaient de retracer le parcours de Roderick MacDonald, un pédophile anglais de 77 ans incarcéré en Angleterre, qui se trouvait dans le sud du Portugal en 2007, mais d'après le retracement, il ne semble pas être impliqué. Le 28 avril 2015, Gonçalo Amaral est condamné au Portugal à reverser presque 700 000 € de dommages et intérêts à Kate et Gérald McCann pour diffamation à la suite de son livre Maddie, l'enquête interdite. Le 28 juillet, un motard découvre le corps d'un enfant en décomposition dans une valise en bord d'autoroute en Australie. Le cadavre est extrêmement abîmé, mais compte tenu des vêtements qu'on retrouve dans la valise, à savoir des jupes, des robes, on se dit qu'il s'agit d'une fillette et le médecin légiste estime son âge entre 2 et 3 ans. Du coup, à partir de là, les journalistes s'enflamment entre guillemets. On pense tout de suite à la petite Madeleine, on se dit que ça pourrait être elle. Des tests ADN sont effectués et il ne s'agit pas de Madeleine McCann. Le 19 avril 2016, Gonçalo Amaral gagne son procès en appel pour diffamation, les juges ayant considéré qu'il avait simplement agi dans le cadre de sa légitime liberté d'expression. En mars, un détective privé qui se trouve au Paraguay affirme avoir découvert que Madeleine aurait séjourné 2 mois dans une ferme à Aregua, au Paraguay. Interpol coordonne les recherches avec les autorités locales, mais là, aucune trace de la fillette ni de son passage dans la région.
Le 31 janvier 2017, la Cour suprême du Portugal délibère définitivement sur le sort de Gonçalo Amaral. Donc il ne sera pas poursuivi pour diffamation à la suite de son livre, puisque là encore on considère qu'il agit dans le cadre légitime de la liberté d'expression. Le 30 avril, le rapport initial d'enquête portugais est rendu public. Et dans ce rapport, on découvre que Kate McCann a refusé dès le départ de répondre aux questions des enquêteurs. Genre toutes les questions que les enquêteurs portugais lui posaient, elle restait muette. Et il y a même l'un des enquêteurs qui va lui dire à un moment donné, mais est-ce que vous vous rendez compte en fait que si on vous pose toutes ces questions, c'est pour retrouver votre fille? Et c'est l'unique question à laquelle elle va répondre, elle va dire oui, je sais. Ce qui reste assez bizarre et étonnant pour le public, parce qu'on se dit que elle aurait dû aider les enquêteurs, elle aurait dû répondre à leurs différentes questions, et c'est peut-être ça qui par la suite a fait douter les enquêteurs et leur a mis un peu de suspicion dans la tête à son égard. Le 15 mars 2019, Netflix publie un documentaire en 9 parties sur la disparition de Madeleine McCann. Kate et Gérald ont refusé de participer au documentaire et ont même fait pression auprès de leurs amis afin qu'ils n'y participent pas. Et ils ont publié un communiqué dans lequel ils ont expliqué qu'ils étaient gênés par ce documentaire et qu'ils craignaient qu'il perturbe l'enquête qui est toujours en cours à ce moment-là. Et là, coup de tonnerre. Le 3 juin 2020, après plus de 13 années d'investigation et près de 10 millions d'euros déboursés par l'Angleterre dans le cadre de l'affaire sur la disparition de Madeleine McCann, un homme est officiellement désigné comme suspect principal par la police allemande. Peut-être la fin du mystère de la disparition de la petite Madeleine McCann il y a 13 ans au Portugal. Les enquêteurs allemands affirment disposer de preuves que la petite Britannique est décédée. À Berlin, pour RMC, Violette Bonnebat. Le parquet de Brunswick en charge de l'enquête l'assure. 2 semaines après avoir lancé un appel à témoins, il dispose de faits concrets, de preuves que la petite Maddy est morte. Quelles preuves? Eh bien, à ce stade, le parquet ne veut pas en dire plus. Le corps de la petite fille, disparue en 2007 au Portugal, n'a pas été retrouvé. Le suspect numéro 1, un Allemand de 43 ans, nie lui toute implication. Mais ce pédophile multirécidiviste qui vivait au Portugal, eh bien, cela fait en fait 7 ans que la police allemande le soupçonne d'avoir enlevé Maddy. Les enquêteurs ont peut-être maintenant trouvé la preuve qui leur manquait. Selon la presse allemande, des maillots de bain pour petites filles et des milliers d'images pédopornographiques ont été découvertes dans un camping-car appartenant au suspect. Il s'agit de Christian Bruckner, un Allemand de 43 ans incarcéré en Allemagne pour le viol d'une femme de 72 ans survenue à Praia da Luz en 2005. Il a été arrêté en 2009 pour ce crime, mais il était déjà connu des services de police depuis très longtemps déjà pour des faits de cambriolage, d'abus sexuels et de pédocriminalité. Les enquêteurs allemands sont parvenus à remonter cette piste, puisqu'en 2007, alors âgé de 30 ans, Christian Bruckner séjournait dans une petite maison à proximité du complexe hôtelier. Il possédait également un camping-car avec lequel il avait l'habitude de voyager à travers le sud du Portugal. Son téléphone portable a été borné près du complexe hôtelier le soir du 3 mai 2007. Pour les enquêteurs, cette piste est plus que probante puisque Christian Bruckner correspond parfaitement à la description physique donnée par les différents témoins, à savoir qu'il était mince en 2007, châtain clair, assez grand et qu'il est allemand. En enquêtant sur lui, la police découvre qu'un soir dans un bar, il aurait confié à un homme qu'il était responsable de l'enlèvement de la petite Madeleine. Et sa petite amie de l'époque va même confirmer aux enquêteurs lorsqu'elle va être auditionnée qu'en 2007, il avait un comportement très bizarre. Qu'à la suite de la disparition de la fillette, il avait un comportement très bizarre, qui se montrait très renfermé, qu'il n'aimait pas en fait suivre aux informations les flash infos qui parlaient de la disparition de Madeleine McCann. Et on va même apprendre que la police allemande enquêtait déjà depuis plusieurs années sur Bruckner pour des disparitions d'enfants survenues en Belgique, au Portugal et en Allemagne aux époques précises où il s'y trouvait. Le 23 juillet, la police portugaise réouvre l'instruction sur le viol d'Azel Behan, une touriste irlandaise survenue à Praia da Luz en 2004.
À l'époque, ils n'avaient pas pu relever correctement l'ADN sur le corps de la jeune femme. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'Azel, en voyant le visage de Christian Bruckner le mois précédent, dans le cadre de la disparition de Madeleine, en fait, elle a tout de suite tilté. Du coup, elle a contacté les autorités portugaises. Elle leur a dit « L'homme que l'on soupçonne de la disparition de Madeleine, je le reconnais, c'est lui qui m'a violée en 2004. » Le 28 juillet, la police allemande entreprend des fouilles dans un lotissement près de Hanovre. C'est un endroit en fait qui avait l'habitude de fréquenter Christian Bruckner. En fait, le but, c'est de retrouver les ossements de Madeleine ou des vêtements lui ayant appartenu, mais ils ne trouvent rien à cet endroit. Et en parallèle, ils recherchent un autre Allemand qui aurait été le complice de Bruckner dans l'enlèvement de Madeleine, puisqu'ils sont sûrs en fait que le soir du 3 mai, ils étaient deux et qu'il a bénéficié de l'aide de quelqu'un pour enlever la fillette. Mais ils ne parviennent pas à retracer la piste de son complice. Et de son côté, Christian Bruckner nie toute implication. Depuis, il a été mis en cellule d'isolement pour éviter qu'il se suicide ou qu'il se fasse assassiner par ses codétenus, puisque c'est le sort réservé aux pointeurs en prison. L'enquête suit son cours depuis juillet dernier, mais elle a été fortement retardée à cause du coronavirus. Donc bon, est-ce que cette année on aura la réponse finale? Bon, comme on dit, wait and see. Mais toujours est-il que la police allemande, les enquêteurs allemands, les autorités allemandes sont sûres et certaines de la culpabilité de Christian Bruckner dans l'enlèvement de la petite Madeleine McCann. Bon, et à présent, mon avis sur la question. Je vais essayer d'être concise parce que je suis éclatée. Il est 2h du mat, je suis fatiguée. Et en fait, la vidéo, j'ai dû la retourner à 3 reprises parce que pareil, le son, il n'avait pas pris. Je vous jure que j'ai la chance d'un rat crevé, c'est pas possible. Donc là, je suis épuisée. Bref, du coup, on va aller à l'essentiel. Le premier point, c'est que je suis très contente en fait que l'enquête elle ait atterri entre les mains de la police allemande, puisque je pense, ça reste mon opinion, mais je pense que la police allemande est la plus efficace d'Europe. Donc du coup, l'avenir nous dira si j'avais raison ou pas. Le point qui m'a le plus interloquée quand je faisais mes recherches, que je disais tout ça, j'étais là, je me disais mais combien il y avait de pédophiles en 2007 à Praia da Luz, entre Eulette, l'autre là, Hewlett, Charles O'Neill, et l'autre. J'étais là, je me disais, mais c'est pas possible, c'était leur QG ou quoi, aux pédophiles britanniques à l'époque. Praia da Luz, ça m'a paru trop bizarre. Et après, je me suis dit, il y a 2 explications possibles. Soit le fait que ce soit un complexe hôtelier très familial avec donc beaucoup d'enfants, bord de mer, donc des enfants qui se dénudent. Du coup, les pédophiles privilégient ce type de destination pour avoir accès plus facilement visuellement aux enfants dénudés. Soit à l'époque, peut-être qu'à Praia da Luz, il y avait effectivement un réseau local de pédocriminalité, ce qui en soi ne m'étonnerait pas puisque ils sont partout, c'est nuisible. Donc ouais, j'étais un peu choquée, quoi. Je me disais, ouais, franchement, c'est bizarre que la police portugaise à l'époque n'ait pas relevé en fait tout ça. D'ailleurs, en parlant de la police portugaise, je pense que dans les premiers jours de l'enquête, peut-être qu'ils ont été efficaces dans le sens où ils ont pris le problème au sérieux, qu'il y a des recherches qui ont été menées. Mais je pense en fait que les médias ont en grande partie saboté l'enquête et ont déstabilisé les enquêteurs locaux. Le fait d'avoir autant de journalistes sur place, ça a dû les déstabiliser, faire qu'ils n'ont pas mené l'enquête convenablement. Ils voulaient montrer en fait qu'ils prenaient les choses en main et ils sont partis un peu dans tous les sens, entre Robert Murat, les parents qu'ils ont ensuite accusés. Je trouve qu'ils sont partis un peu dans tous les sens. Moi, je pense pas que la famille, que les parents McCann soient responsables de la mort de Madeleine. Je pense pas. Après, c'est comme ça que je le ressens, tout du moins. Je pense que ce jour-là, effectivement, un homme a enlevé Madeleine, qui devait être au courant que les adultes quittaient le complexe hôtelier en laissant leurs enfants seuls dans la chambre. Donc à mon avis, il a dû très longuement les observer et que ce soir-là, il s'est dit, c'est une occasion en or.
il y a des gosses, ils sont seuls, les parents ne sont pas là, allez, on va en profiter. Et donc j'imagine qu'il est rentré par la fenêtre, effectivement. Et je pense même que quand Matt, vous savez, l'un des amis des McCain, quand il s'est rendu à l'appartement, qu'il a entendu du bruit, il pensait que c'était l'un des enfants qui se retournait. Je me demande même en fait si à ce moment-là, c'était pas en fait le ravisseur qui était en train de s'introduire dans la chambre ou d'en sortir. Et du coup, Matt n'a pas fait attention. Bon, après, il pouvait pas le savoir. Ce que j'ai trouvé un peu bizarre par rapport aux amis des McCain, c'est le fait qu'ils changent leur version des faits à plusieurs reprises, qu'ils reconnaissent Robert Murat comme... Enfin, ils l'ont aperçu près du complexe hôtelier, alors qu'avant, ils ne disaient pas du tout ça. Alors moi, mon explication, c'est que les amis des McCain, bon, tous ont beaucoup menti sur le déroulé de la soirée, parce qu'ils ne voulaient pas, en fait, admettre qu'ils n'avaient pas assuré une vraie protection, une vraie sécurité à leurs enfants. Je pense qu'ils ne se sont pas rendus aussi régulièrement qu'ils l'ont dit dans les chambres des enfants. Donc à mon avis, ils se sont concertés, ils ont menti. Et je pense que les 3 amis des McCain, ceux qui ont dit avoir reconnu Robert Murat le soir de l'enlèvement, peut-être en fait qu'ils se sont laissés influencer par la presse, dans le sens où la presse accusait ouvertement Robert Murat de l'enlèvement. Donc peut-être que malgré eux, ils se sont laissés influencer et qu'ils ont commencé à douter en se disant oui, ça peut être que lui. Puis finalement, l'homme que Jane a aperçu, bon, vu qu'elle ne l'a pas très bien vu, peut-être qu'elle s'est dit ça pouvait être Robert Murat, il avait la même carrure. Donc je pense que c'est les raisons pour lesquelles ils ont menti. Et je pense que la petite Madeleine n'a pas été enrôlée dans un réseau d'adoption illégale, comme on a pu en entendre parler lors de l'enquête. Est-ce qu'elle a été enrôlée dans un réseau de pédocriminalité? C'est probable. Tout comme ce serait probable qu'en fait, elle a été victime d'un pédophile solitaire qui a agi pour son propre intérêt. Ça, je sais pas. Vous savez... les affaires comme ça, en fait, sont très complexes parce que... Enfin, c'est pas que c'est complexe, mais il suffit que l'enquête, elle démarre mal et on assiste à ce type de résultat, à savoir une affaire complètement qui est partie dans tous les sens. On aurait pu, je pense, si l'enquête avait été bien menée, démanteler peut-être des réseaux de pédocriminalité, des réseaux locaux, parce qu'il y avait quand même une grosse population de pédos à ce moment-là à Praia da Luz. Donc je pense que si la police portugaise n'avait pas été autant sous pression, si elle avait bien fait son travail, peut-être qu'un réseau aurait été démantelé, un réseau du type Wonderland ou Zandvoort. Mais voilà, les médias, comme d'habitude, ont saboté une partie de l'enquête, puisque c'est souvent eux qui mettent le boxon dans les enquêtes à force d'être là, de coller, de véhiculer de fausses informations. Enfin, c'était n'importe quoi. Et je pense que peut-être que si ça avait été mieux fait, peut-être qu'un réseau aurait pu être démantelé, parce que ça me paraît quand même très étonnant qu'il y ait eu une aussi forte population de pédos à ce moment à Praia da Luz. C'est étonnant, je trouve que c'est étonnant. C'est un peu brouillon tout ce que je vous raconte, mais c'est parce que franchement, je suis extrêmement fatiguée et lassée de devoir recommencer à chaque fois la vidéo. Donc je vais essayer de faire bien, vraiment, je vais essayer de faire les choses bien. Et désolée par avance si ça vous gave, mais voilà. En fait, je me voyais pas recommencer demain, parce que sinon j'aurais plus le fil, j'aurais plus les idées aussi claires que maintenant, même si j'ai pas l'air d'avoir les idées claires, mais bon. En fait, ce qui est étonnant, c'est l'histoire du grêlé. Vous savez, les témoins qui disent avoir aperçu un homme au visage grêlé. Donc effectivement, on pense tout de suite au tueur pédophile qui a sévi en France. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai cherché des photos de Christian Bruckner quand il était plus jeune. Et effectivement, quand il était plus jeune, il avait le visage, on va dire, plus ou moins grêlé. Et il correspond parfaitement à la description qui a été donnée par les témoins. Donc je dis pas que Christian Bruckner aurait pu être le grêlé français, d'ailleurs je le pense pas du tout, mais je dis simplement que cette description lui correspond parfaitement. Donc si je devais donner un avis définitif sur ce qu'il s'est passé, je pense qu'effectivement Bruckner a enlevé Madeleine McCain. Je ne sais pas si c'était pour la fournir à un réseau ou si c'était pour son propre intérêt. J'aurais tendance à... c'est assez bizarre ce que je vais vous dire, mais disons que j'aurais tendance à préférer
je ne sais pas comment tourner ça sans que ce soit mal perçu, mais j'aurais tendance à préférer qu'il ait enlevé Madeleine pour lui-même et qu'ensuite il l'a assassiné le jour même. Je préférais en fait ce scénario-là plutôt que le fait qu'il l'ait fourni à un réseau de pédocriminalité, puisque ça allongerait en fait son temps de souffrance à cet enfant, et c'est insupportable de se dire qu'un enfant, pendant des années, il va être victime de viols répétés par des monstres. Voilà, des monstres, on ne peut pas les appeler autrement. Donc voilà, ce serait je dirais pas le scénario le mieux pour elle, mais enfin bon, je pense que vous m'avez comprise hein, dans ce que j'essaie de vous dire. Du reste, je voudrais rebondir sur les différents témoignages de journalistes et de personnes qui ont parlé du traitement de faveur qui a été donné au McCain, de la couverture médiatique énorme, des dons d'argent qu'ils ont reçus, etc. Beaucoup ont dit que c'était parce que c'était une petite fille blanche, blonde et d'un milieu social aisé, tout ça. Bon, ça c'est un fait, hein, c'est une vérité qu'on peut pas, on peut pas la nier selon moi. Après, vous avez le droit de le nier, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais moi, j'ai tendance à croire que c'est la vérité. Une étude américaine a d'ailleurs montré qu'il y a ce qu'on appelle le syndrome de la jeune fille blonde, je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent. En gros, les gens vont avoir tendance à plus s'émouvoir et à plus s'intéresser à une affaire quand il s'agit d'une petite fille blanche, blonde et d'une classe sociale plutôt élevée que quand il s'agit d'une petite fille, par exemple, afro-américaine aux États-Unis ou d'origine nord-africaine ou subsaharienne en France. Ils ont démontré que c'était une réalité que dans toutes les affaires de disparition, il n'y avait pas le même traitement médiatique qui était donné. En fait, moi, ce qui me dérange dans cette étude, c'est que, en fait, ça donne l'impression que c'est le spectateur qui s'intéresse davantage à ce type de profil, alors que j'ai plutôt l'impression que c'est les médias qui vont appuyer leur intérêt sur ce type de profil et donc donner ce type d'histoire au spectateur, ça va donc susciter l'intérêt du spectateur. Je pense en fait qu'il y a une part de responsabilité des deux côtés. D'une part, les médias n'octroient pas la même couverture médiatique à toutes les affaires en fonction de la classe sociale, de l'origine de la personne. Ça a été démontré, hein. Mais ce qui me gêne, en fait, quand on évoque cette problématique, c'est que le problème, on le prend à l'envers, dans le sens où on reproche à une petite fille blanche et blonde d'avoir cette médiatisation, en disant que voilà, si ça avait été un autre enfant, il n'aurait pas la même médiatisation, pardon. On le lui reproche presque. En fait, il y a presque, vous savez, ce sentiment de culpabilité qu'on essaie de véhiculer, cette accusation, c'est un peu accusatoire. Alors qu'en fait, si on essaie d'être pragmatique et raisonnable, le traitement dont bénéficie cette petite fille, donc on va prendre l'exemple de Madeleine, la couverture médiatique, les dons d'argent, tous les politiciens qui sont mobilisés, c'est précisément le type de traitement dont devraient bénéficier tous les enfants. Donc c'est pas un traitement de faveur qu'elle a, c'est le juste traitement de faveur qu'elle a. Et c'est ce traitement-là que devraient avoir tous les enfants. Donc plutôt que de blâmer une enfant victime d'un enlèvement du traitement normal dont elle bénéficie, il faudrait plutôt en fait déplorer le manque de couverture médiatique et le traitement dont bénéficient les autres enfants par rapport à elle. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Donc, selon moi, en fait, c'était malvenu ce que disait, ce qu'expliquaient certains de ces journalistes. D'ailleurs, j'ai trouvé ça très étonnant que des journalistes critiquent les McCain par rapport à l'énorme couverture médiatique qu'ils auraient eue, mais c'est eux-mêmes en fait qui leur ont donné cette couverture médiatique. Et c'était complètement bizarre parce qu'ils écrivaient des articles pour critiquer le fait que les McCain avaient une énorme couverture médiatique. Enfin, c'est complètement délirant en fait. N'écris pas d'article sur un sujet si tu ne veux pas qu'on en parle. Enfin bon, selon moi en fait, c'est encore une fois, c'est ce que je critique très souvent en fait, c'est beaucoup trop de blabla pour très peu d'actes en soi, plutôt que d'aller écrire des articles pour critiquer la médiatisation
dont a bénéficié un enfant, écrit plutôt un article pour parler d'un autre enfant qui a disparu, au lieu de vouloir polémiquer comme ça pour rien. Tout ça pour dire, et je pense que ce sera le mot de la fin. Je ne sais pas si je parlerai, j'en ai parlé en début de vidéo, mais je ne sais pas si je parlerai à l'avenir du monde pédocriminel, des méandres de ce type de réseau, parce que ça me fait beaucoup trop peur sur le plan psychologique. Mais j'essaierai de mettre davantage en avant, en fait, j'essaierai de traiter le sujet, peut-être pas trop dans le fond, plus sur la forme pour informer, parce que c'est très important d'être au courant. Enfin voilà tout pour l'affaire Madeleine McCann. N'hésitez pas à me mettre en barre des commentaires, vous, ce que vous en pensez. Si selon vous, les parents sont coupables, si au contraire vous les pensez innocents. Si selon vous, Christian Bruckner est coupable, moi je pense à 90% qu'il l'est, peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à le mettre en barre des commentaires, vous avez le droit de penser le contraire et voilà, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, comme je vous le dis tout le temps, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, de mettre ce que vous voulez, tant que c'est fait avec respect et avec bienveillance, moi ça me dérange pas du tout. Et puis ma foi, je pense que je vais m'arrêter là, parce que je suis en train de m'endormir sur moi-même, et franchement c'est pas bon ça. Du coup ce que je vous propose c'est de me mettre un petit j'aime sous la vidéo si cette affaire vous a intéressé. Et puis, bien évidemment, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je le vois dans mes données YouTube que beaucoup d'entre vous ne sont pas encore abonnés. Vous regardez régulièrement les vidéos, mais vous ne vous abonnez pas. Donc, écoutez, soutenez mon travail, abonnez-vous. Et puis, ma foi, je vous laisse sur ces belles paroles. Et puis, je vous dis à très bientôt.